Bonsoir à tous, ou peut-être bonjour dans tout le cas. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Géopresse sur Géopolis Télévision qui commence avec deux sujets d'actualité. Il s'agit de la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il s'agit de André Ouamesso, ancien directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, directeur de cabinet adjoint, plutôt en charge de questions économiques du chef de l'État. Et cet ancien banquier retrouve, semble-t-il, son monde. On va voir son profil, comment est-ce qu'il va faire, quels sont les défis du nouveau gouverneur. C'est dans cette émission avec mes invités. L'autre sujet, il s'agit de la réapparition un peu surprise de Jackie Aboula. Le gouverneur suspendu de la province du Katanga est réapparu cette semaine à Lubumbashi devant de partisans, sans dire un mot, mais un détail important avec sa chemise estampillée Félix Tshisekedi, alors qu'on disait déjà traverser la frontière. Ce qu'on va voir avec les éléments de langage de cette communication soigneusement programmée ou orchestrée par l'entourage du gouverneur, cette fois-ci suspendu du Katanga. Alors pour en parler justement, j'ai deux invités. L'un, c'est un habitué, il s'agit de Don Momat. Bonjour Don. Bonjour Monsieur José Junior. Voilà, directeur des informations à Géopolis Télévision. Comment allez-vous? On vous a manqué un moment et vous voici de retour. Je vais très bien. Voyez-vous, Géo Presse, c'est une émission qui nécessite à ce que les gens soient éclairés et il faut pour cela des journalistes des journalistes qui ont une bonne connaissance des sujets qui sont évoqués. Voilà pourquoi on doit de temps à autre également laisser la place aux autres. Non, les autres m'ont écrit il y a un moment vous, comme si vous n'étiez pas là, j'ai dit vous n'avez pas voyagé, vous êtes quand même là. Je suis là. Un petit déplacement, mais ça n'a pas trop duré. Très bien, alors je ne crois pas que ça sera les vacances parce qu'on ne vous les a pas encore accordées. Cette fois-ci, je viens avec le désormais permanent de Géopolis, Hervé Ngoyi. Comment ça va? Je vais très bien, José Junior. Je suis là pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Surtout, vous avez épinglé les deux sujets que nous allons échanger tout au long de ces magazines Géopresse. J'espère que je suis là de plein pied pour parler, d'évoquer tous les deux sujets d'actualité. D'accord, Hervé, qui est reporter à Géopolis Télévision. Je vais commencer par le directeur Momat. Vous avez suivi, particulièrement, d'ailleurs, vous avez traité dans Géopolis Hebdo de ce matin, de ce vendredi, la dernière édition de la semaine, où vous avez évoqué ce retour après l'éclipse du gouverneur déchu, le gouverneur suspendu, on veut dire ainsi, Jacques Aboula, et finalement, il réapparaît. Il y a les réseaux sociaux lui ont annoncé à l'Afrique du Sud, les autres en Zambie un peu, bref, qu'il aurait quitté le Lubumbashi et le gouverneur réapparaît après près d'une semaine de silence. Comment on comprend ça de loin quand on n'est pas à Lubumbashi et quand on observe la situation politique du pays? Alors, commençons d'abord par fixer le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a Jacques Aboula qui a un meeting de l'Union sacrée à Likasi. Et au cours de ces meetings, Jacques Aboula va dire haut et fort, voilà, nos agresseurs, c'est les régimes, disons, l'agresseur de la RDC, c'est le régime rwandais actuellement au pouvoir. Tout le monde au Congo, ou presque, est d'accord avec cette affirmation-là, mais il va plus loin pour dire que voilà, Corneille Nangaa et Joseph Kabila, l'ex-président, sont nos frères avec qui nous allons régler nos problèmes à l'interne. Visiblement, cette phrase de Aboula n'a pas plu aux plus radicaux des gens du pouvoir, de l'UDPS particulièrement. Et déjà au niveau de la province, il y a eu beaucoup de membres de l'UDPS justement qui appelaient déjà sa démission. Dans la foulée, une convocation lui a été envoyée de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. C'est vrai, dans cette invitation-là, il n'est pas dit qu'il vient pour se justifier par rapport à ses propos, mais beaucoup laissent penser que le VPM, bien que patron de la territoriale, doit s'être servi de sa casquette de VPM de l'intérieur, mais pour essayer de régler un problème propre à l'UDPS en convoquant Aboula. Et lui se sentait un peu en danger, Aboula,
va tout simplement décliner cette invitation, mais de manière cette fois-là très polie, en disant voilà qu'il est malade. Et pendant qu'on dit qu'il est malade, au fait, il disparaît. En contre-attaque, disons pour contre-attaquer directement. Il disparaît ou il fait le disparaître? Ben, ça, c'est encore à creuser. Puisque, ce qui est vrai que, lorsqu'on suit le déroulement des événements, on a l'impression que ni les VPM et beaucoup d'autorités, finalement, ne savaient pas localiser Kiaboula. Puisque lorsque vous suivez l'intervention du VPM de l'intérieur sur TV5, en évoquant la signature de la déclaration des principes entre Kinshasa et l'FCM 23, on lui pose une question sur Kiaboula. Il dit « Nous cherchons à les positionner ». Nous cherchons à les positionner, n'est pas très clair, mais ça semble au fait dire que nous les recherchons. Puisque dans l'entretemps, il y a eu une note attribuée cette fois-là à la DGM disant que Kiaboula était activement recherché. Et voilà que Kiaboula, je disais dans l'entretemps, le VPM a contre-attaqué en désignant son vice comme intérimaire, gouverneur intérimaire, et voilà que Kiaboula réapparaît. Et bizarrement, vous l'aviez évoqué dans votre intro, Kiaboula apparaît en chemise estampillée du visage du chef de l'État. C'est quoi en fait le message qu'il veut transmettre? Selon le spécialiste, les analystes, c'est plutôt certains analystes, vous savez qu'Kiaboula, de par la phrase qu'il a prononcée, doit avoir réveillé des soupçons contre lui comme quoi il serait des connivences avec la rébellion. Vous savez qu'Kiaboula a été gouverneur comme membre du PPRD au moment où le FCC cache. Au moment du FCC cache. Et donc, il a été de par la bénédiction à l'époque de l'ex-président. Et donc, on s'est dit que finalement, il n'a jamais coupé le pont avec l'ex-président, et cette phrase justifierait cela. Et donc, Kiaboula, en apparaissant avec une chemise à l'effigie du chef de l'État, veut tout simplement dire que je suis loyal. Je suis loyal, et s'il réapparaît alors que tout le monde prétendait qu'il était déjà en Afrique du Sud, il y a même des journaux qui ont expliqué comment Kiaboula a quitté l'ICASI jusqu'à l'Afrique du Sud, en disant qu'il a bénéficié de la complicité du secrétaire général de l'UDPS, qui a même été appelé à se justifier en plein meeting en projetant une vidéo d'un de nos confrères qui les désignait comme étant les servants moteurs de la fuite de Kiaboula. Et donc, il y a des journaux, des réseaux sociaux qui ont expliqué même l'itinéraire pris par Kiaboula pour quitter l'ICASI, frontières zambiennes, et de là, il est arrivé en Afrique du Sud. On a même dit que voilà, quelques jours avant cette fuite-là, Kiaboula s'est organisé pour envoyer 40 millions de dollars américains de ses comptes d'ici pour un autre compte. Et donc, voilà, avec tout ça qu'on nous a nourri, et c'est finalement, après tout ce qu'on peut désigner comme un peu... Il parvient quand même finalement à démentir ces rumeurs. Il n'a rien dit, il n'a rien dit, mais par sa communication, effectivement, il n'a rien dit. Et en ce moment, n'ayant pas de fonctions officielles, il ne peut que se livrer au silence. Mais vous le savez, on dit parfois les actions parlent mieux que les paroles. Et donc, c'est comme ça que Kiaboula, comme je le disais tantôt, pouvait réapparaître en polo, pouvait réapparaître avec une chemise anodine, pouvait apparaître en veste. Ouais. Hein, quelqu'un qui revient de l'hôpital pouvait venir de l'hôpital avec une chemise, je ne sais pas moi, de couleur verte, rouge. Pourquoi seulement une chemise avec effigie du président? Cela signifie tout simplement que l'homme doit avoir prouvé sa loyauté, en tout cas selon certaines analyses, doit avoir prouvé sa loyauté. Et en contrepartie, il doit aussi avoir reçu les assurances d'une protection. Parce que, généralement, on sait, rappelez-vous de Mouillège,
qui a été convoqué à Kinshasa. Mouyej qui a passé 2 mois et 2 mois, voire des années, sans rencontrer le VPM qu'il avait fait venir à Kinshasa. Mouyej a dû même voyager pour raison de santé en Afrique du Sud sans avoir rencontré le VPM de l'intérieur et sans qu'il n'ait été démis de ses fonctions de gouverneur là-bas. Donc on s'enchaînait vers ces scénarios. Mais je crois que dans les circonstances actuelles, certainement que dans la plus haute sphère du pouvoir, on doit s'être dit, il ne faudrait pas déclencher en ce moment une guerre dont on n'a pas besoin. Il ne faudrait pas aujourd'hui que la province du Haut-Katanga, qui est une province stratégique, puisse prendre feu. Feu de par les tensions qui peuvent naître de la gouvernance au sein de cette province-là. Mais ce qui est vrai aussi est que c'est un fait, il y a une crise dans le Haut-Katanga, puisque dans le Haut-Katanga actuellement, vous avez un gouverneur déchu, pas déchu parce qu'il n'y a que l'Assemblée provinciale qui peut le faire, mais vous avez un gouverneur suspendu, mais qui est là, qui est en bonne santé visiblement, puisque on l'a vu sur les images, souriant, calme, donc doit s'être rétabli. Et vous avez au niveau de la mairie de Lubumbashi, chef-lieu de la province, vous avez là aussi 2 maires. Un qui a été nommé par le VPM de l'intérieur encore une fois, et un autre qui a été confirmé par le Conseil d'État. Donc vous avez une crise au niveau des institutions dans le Haut-Katanga. On va y revenir, c'était le tableau, ça valait la peine qu'on vous laisse un peu beaucoup plus de temps parce que vous travaillez sur ce dossier, vous suivez de très près ces dossiers pour le compte de Géopolis Télévision. Alors je me tourne vers Hervé qui a un problème de grippe là avec la climatisation et la saison aussi, ça va? Oui, ça va très bien celui-là. Très bien, alors vous avez suivi, comment comprenez-vous justement la réapparition du gouverneur Kiaboula? Et après quelques jours d'éclipse, finalement, semble-t-il pour des raisons de santé, même si les commentaires étaient allés de tous les sens, juste dans tous les sens, pour justifier qu'il aurait pris la poudre d'escampette. Bon, je trouve que cette réapparition du gouverneur Kiaboula en dit long, surtout que plusieurs les voyaient déjà à traverser l'autre côté, rallier son ancien camp. Je rappelle d'abord le contexte de sa présence, comme on l'a dit tout à l'heure. Gouverneur Kiaboula, c'est un membre du PPRD, c'est un élu. Un ancien membre du PPRD. Oui, un ancien membre du PPRD. Il a créé son propre parti politique, donc c'est un transfuge du FCC qui est devenu aujourd'hui un cadre influent de l'Union Sacrée de la Nation, dont il est parmi les représentants de la Haut-Katanga parce qu'il est membre du, vous appelez ça comment, du Présidium. Voilà, membre du Présidium. Et comment ça fonctionne maintenant? Comment comprenez-vous justement cette situation? Bon, j'espère que cette réapparition tout en rapport avec toutes ces accusations dont le gouverneur a été vraiment plongé. Je peux analyser ça en termes de communication. Dans quel sens? Parce que tout part d'un fait. Tout part d'un fait par rapport avec sa dernière sortie, c'était je crois les 30, où il était en meeting pour expliquer, où il a abordé un point par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. J'espère qu'avec tout ce qu'il a pu sortir, ça a créé des tollés et voilà, surtout qu'il avait peut-être des alliés avec certains membres des différents partis politiques que nous ne pouvons pas citer ici sur le plateau. C'est à partir de cette sortie médiatique que tout cela est parti. Et voilà, et aussi peut-être pour raison peut-être de sa sécurité et tout ça, et il a préféré peut-être utiliser un motif genre qu'il était souffrant après avoir reçu une convocation
du VPM de l'intérieur. Voilà au moins cette situation, comment est-ce que nous pouvons essayer de décrire cette situation. Donc à un certain moment, nous pouvons dire que cette réapparition, c'est après avoir reçu peut-être différentes assurances des autorités locales. Parce que ça doit être national parce que c'est lui. oui, des autorités nationales, vous laisse dire, parce que en suivant vraiment l'actualité en rapport avec cette disparition, je peux dire, ces mystères sur la situation de Jacques Kiaboula, vous trouverez que, vous comprendrez que d'abord, le ministre de l'Intérieur, qui, lors de son intervention sur TV5 Monde, n'a pas laissé peut-être, il n'a pas donné des précisions sur peut-être la sortie de Jacques Kiaboula du pays. Parce que lui, il a bien dit que nous sommes en train de chercher à les localiser ou bien repositionner. À un certain moment, il y avait son entourage qui semblait dire que le gouverneur était souffrant. Il aurait même reçu des instructions de s'éloigner de ses téléphones. Vous voyez un peu tout ça. Donc, à un certain moment, avec cette réapparition, je crois que le gouverneur a peut-être eu des contacts avec les autorités du pays qui lui ont peut-être garanti une sécurité. C'est pourquoi il a fait cette sortie-là. Mais j'espère que avec le déroulement de la situation de Doha, tous les accords signés, et le pouvoir en place pense vraiment n'est pas allumé le feu du côté du Grand Katanga, parce que vous êtes sans le savoir que Jacques Kiaboula fait partie des grandes figures de cette partie de la République. Donc à un certain moment, avec tout ce qui se passe là-bas, on a essayé de temporiser pour voir pour que la paix puisse régner vraiment sur l'ensemble de la République, surtout qu'il y a cette partie Est qui est frappée par cette insécurité. Encore allumer le feu dans le Grand Katanga, ça ne valait pas la peine. C'est pourquoi on a d'abord laissé cette situation se dérouler comme ça. Mais il y a aussi certaines indiscrétions qui nous laissent entendre que le gouverneur Jacques Kiaboula serait attendu sur Kinshasa dans le tout prochain jour. Donc d'ici peut-être 48 heures, peut-être vous aurez une information genre qu'il est ici pour répondre à l'invitation qu'il avait manqué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Alors, dans mon maths, c'est un détail important. C'est la question que j'en vais vous poser. Justement, il m'a plutôt tiré le verre du nez. Est-ce que vous pensez-vous aussi, comme lui, que les contextes et l'évolution de la dynamique nationale, au-delà des accords de Doha et de Washington, peut être parmi les motifs qui pourront expliquer la réapparition de Jacques Kiaboula? Autrement dit, est-ce que c'est dans cette logique-là de la détente de l'espace politique en perspective d'un éventuel dialogue national que on ne voudrait pas, au-delà de la sphère katangaise, qu'on trouve une situation qui favoriserait justement la tenue de ce dialogue? Alors, on peut peut-être ne pas exclure cette éventualité-là, mais je ne pense pas que ça remonte tout de suite à la surface lorsqu'on regarde de près la situation de Jacques Kiaboula. Moi, je pense plutôt du côté, je suis plutôt d'avis que l'homme doit tout d'abord avoir peut-être été jugé sain, en odeur de sainteté du moins, avec la philosophie actuelle du pouvoir. Ça, c'est déjà un fait, puisque si il lui avait été trouvé quelque chose à lui reprocher, je ne pense pas qu'on l'aurait encore revu publiquement comme ça a été le cas. Et puis, deuxièmement, comme je l'ai encore dit, je suis d'avis que dans la haute sphère du pouvoir, on s'est dit qu'il faut calmer le jeu.
pas envie d'un éventuel dialogue, mais justement pour que les dialogues ne puissent pas, justement pour ne pas encore créer de foyer de tension politique dans le pays. Ok, il ne faudrait pas que lorsque, peu importe que les dialogues arrivent ou que les accords soient signés ça et là, que cela puisse trouver le pays dans une situation de feu, de paille un peu partout. Donc il faut, là où on peut facilement en maîtriser, le faire le plus tôt que possible. Ok? Et je crois que c'est dans ces contextes-là, avant tout, que la situation de Jacques Yaboula a été vue ou analysée. Mais on peut aussi se dire une chose. Si il lui est reproché tout simplement le fait d'avoir présenté Kabila ou Corneille Nangaa en frère, c'est vrai que politiquement, en ce moment, c'est lorsqu'on est sur le plan idéologique, c'est un peu risqué que de dire les choses de cette manière. Mieux vaut se taire. Mais en réalité, il n'a commis aucun péché. Ok? Ces gens-là, on a suivi le procès pas tout à l'heure qu'aujourd'hui, Kabila, Corneille Nangaa, dont le procès avait également eu lieu, on se souvient, ces gens-là ont été présentés comme des Congolais. Qui dit Congolais? In fine, il dit quoi? Les Congolais sont des frères et des sœurs. Ok? Les Congolais sont des frères et des sœurs. Donc, de ce point de vue-là, il ne commet pas un péché comme tel. Mais lorsqu'on on prend cette phrase-là sur le plan politique, au vu du contexte, c'est là qu'il pêche. Et donc, pour ça, on ne peut pas laisser une province aussi stratégique que le Katanga. Vous savez, le Haut-Katanga, pour être plus précis, sa contribution au budget de l'État, sa contribution dans beaucoup de domaines de la vie nationale, on ne peut pas, pour des paroles qui ont été peut-être mal prononcées, accepter qu'il y ait un brin de crise. Ok? Mais même si c'est là, il faut le dire, comme je l'ai dit, il y a bel et bien quand même une crise qu'il faut voir dans le Haut-Katanga. Très bien, à moins que vous ayez un complément d'infos par rapport à ce qu'il venait de dire, pour clore définitivement ce dossier de Jacques Yaboula. Je sais qu'on va y revenir certainement avec des juristes pour la régularité, notamment de cette démarche, parce que j'ai lu beaucoup de messages qu'on m'a envoyés toute la semaine autour de ça. Ça pourrait être le sujet du lundi. Allez-y. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à signaler parce que déjà, son retour, c'est un signal clair. Donc, il a vraiment montré son attachement au président de la République, juste par la tenue qu'il avait portée le vendredi. Mais bien avant cela, le jeudi ou le mercredi, il avait reçu le membre du Conseil provincial de sécurité dans sa résidence. Donc, à un certain moment, il y a des choses que le membre de l'équipe lui ont dit par rapport à cette situation. C'est pourquoi le jour d'après, il est sorti. Il est sorti pour peut-être saluer la foule qui était devant peut-être sa résidence. Donc, à un certain moment, il a des garanties, il a des assurances. Donc, c'est une situation que nous devons vraiment laisser entre les mains du VPM de l'Intérieur. C'est peut-être lui qui pourra... Il a d'autres, certainement qu'il a d'autres éléments d'appréciation. Certainement qu'on va... Bien sûr, c'est bien lui qui pourra nous dire de quoi est-ce qu'il était reproché. Et voilà, quand il sera ici sur place à Kinshasa, surtout que certaines sources indiquent qu'il est annoncé sur Kinshasa d'ici 48 heures. Vous l'avez déjà dit. Alors, on passe à un autre sujet qui a fait la une de l'actualité cette semaine. Il s'agit de la nomination d'un certain nombre de mandataires à la tête des établissements publics de la République démocratique du Congo. C'est une ordonnance présidentielle, une série d'ordonnances présidentielles, mais cette fois-ci, on fait un curseur plutôt, on place un curseur sur une nomination, une personnalité, une tête. Il s'agit de André Wameso, pas très connu en tout cas,
du grand public, hein, parce que c'est un homme de sérail. Il n'était d'autre chose que le directeur de cabinet adjoint en charge de questions économiques du chef de l'État, un ancien banquier qui a travaillé dans les banques de la place, a travaillé aussi à l'étranger dans le domaine de la finance. C'était routier et chevronné du secteur de la finance et qui a été bombardé justement à ce poste de gouverneur après 4 ans de mandat de Mme Malangou. Finalement, il devient le 14e gouverneur de la Banque centrale du Congo depuis sa création vers les années 50-51. Et finalement, aujourd'hui, on voit le profil du gouverneur, le désormais gouverneur, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Avec vous qui avez traité cet élément, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que c'est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, au vu des défis notamment de la stabilité du cadre macroéconomique du pays? Bon, j'espère que partant de son profil, son CV, cela prouve que c'est un stratège. C'est une personne qui s'y connaît dans ces domaines monétaires, surtout. Et si vous regardez très bien, il a évolué. C'est un homme du cercle du président de la République. Il a vraiment travaillé dans plusieurs dossiers qui ont tiré bénéfice au gouvernement congolais, à l'État congolais, notamment cette situation de la révisitation du contrat chinois. Il faisait partie de l'équipe. Il a travaillé aussi avec le Fonds monétaire international pour le premier contrat des 1,5 milliards de dollars américains. Et aussi l'homme, et aussi par rapport aussi avec les dossiers Ventura. Donc c'est un chevronné, un stratège. Donc il est nommé à ces postes pour vraiment relever le défi malgré un travail abattu par Madame Malangou Kabedi et qui par aujourd'hui il laisse vraiment dans les réservoirs vraiment plusieurs milliards que l'État n'avait pas vraiment depuis. Oui, aujourd'hui, effectivement, on a des réserves avoisinant les 7 milliards de dollars, alors qu'il y a un record. Hein. Un record, il y a vraiment 3, 4, 5 ans, l'État ou bien l'État congolais naviguait dans les 4 milliards. Donc à un certain moment, nous pouvons dire que c'est pas un choix à l'aveuglette. C'est une personne qui s'y connaît. Il pourra aussi faire de tout son mieux pour stabiliser la monnaie nationale. Surtout que pour l'instant, les dollars a pris de l'ascenseur sur notre monnaie nationale. C'est peut-être ça la grande bataille qu'il aura sur son parcours. Espérons qu'il pourra remonter la pente, et surtout que son prédécesseur a laissé vraiment des fondations. Il doit vraiment marcher sur ses traces pour essayer de remonter l'économie du pays. Alors, dans mon mat, après 4 ans passé à la tête de la Banque centrale du Congo, on a vu Madame Marie-France Malangou Kabedi Mbouyi quitter ses fonctions finalement et remplacé par André Wameso, 50 ans. Cet économiste formé à l'Université catholique de Louvain, finalement, était jusque-là directeur de cabinet du chef de l'État, président congolais en charge de questions économiques et financières. Je l'ai dit tout à l'heure, ce fidèle du chef de l'État est arrivé là-bas. Quel serait ce défi et quelle est votre lecture du personnage? Alors, je vais commencer par ma lecture du personnage. On a du mal justement à mieux cerner la personne. Puisque Wameso, ce que mon confrère évoquait tout à l'heure, ce qu'on entend dire, il n'y a pas, Wameso n'a jusque-là pas laissé de traces. Allez-y, et des traces par rapport à... Je disais que jusque-là, Wameso n'a pas encore laissé d'empreinte. On a du mal à cerner, à comprendre la personne. Il n'a jamais, presque pas donné d'interview. Il n'y a aucun livre, à moins que je me trompe, qu'il ait écrit ou un article. Mais c'est aussi le travail du journaliste, c'est de pouvoir sortir les éléments sur la personne. Parce qu'on sait tout simplement qu'il a y à travailler. Oui, en fait, Wameso, c'est
un peu un homme mystérieux qui arrive. On ne connaît pas quelle est sa politique, quelle est son idéologie en termes économiques, en termes de finances. On n'en sait absolument pas grand-chose. Parce que l'homme, comme je le disais tout à l'heure, l'homme a toujours été caractérisé par les silences. Est-ce sa méthode? Oui, il y a de ces gens qui ont fait du silence leur méthodologie. Mais ça peut être aussi ce qui caractérise certains politiciens et technocrates congolais qui préfèrent travailler, rester dans le silence, tout simplement parce que, vous savez, au Congo, ceux qui parlent trop se font bouffer très rapidement avant même les desserts. Pensez à Kabound, pensez à tous ces gens qui étaient un peu loquaces et qui ont disparu. Et donc, Wameso, ma lecture de la personne, on ne connaît pas trop. Mais c'est en même temps une opportunité et une faiblesse. Pourquoi? Parce que comme on ne connaît pas trop son idéologie, on n'a pas vu ses empreintes quelque part, il a donc l'occasion de surprendre. Il peut surprendre. Et pour surprendre, il faut engager des réformes audacieuses au sein de la Banque centrale du Congo. Puisqu'aujourd'hui, on doit faire de cette banque, en fait, le poumon de la croissance économique et de la création d'emplois. Ça, Madame Kabedi, qui a été avant lui, vous avez vu, c'était presque une fois le mois. Le seul discours qui revenait, c'était les taux d'échange. Et lorsque vous regardez bien, son combat a été beaucoup plus porté sur la maîtrise de l'inflation. OK? Or, c'est bien de contenir l'inflation, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut donner surtout un rôle actif aux francs congolais. On n'oubliera jamais, parmi les réformes audacieuses qu'il faut faire, c'est de redonner aux francs congolais sa véritable place dans les circuits. Dans une économie dollarisée aujourd'hui, oui, les devises étrangères prennent de la place. Il faut dédollariser pour congoliser l'économie. Et ça, c'est la réforme la plus audacieuse qui est attendue de M. Wameso. Il doit porter une stratégie monétaire audacieuse, comme je le disais, et qui peut stimuler aussi l'investissement, okay? Élargir les champs des échanges et faire circuler la monnaie jusque dans les milieux informels, dans les milieux ruraux. Regardez, de nos jours, par exemple, dans certaines villes frontalières, on a plutôt tendance à utiliser la monnaie des pays de l'autre côté. Tout ça parce que le franc congolais, il se déprécie le plus souvent et parfois il est même inexistant. Okay? Et donc voilà les défis le plus grand défi pour moi sans doute qu'il attend et qu'il doit relever. Et comme je le disais tantôt, puisque nous ne les connaissons pas assez, puisqu'il n'a jamais véritablement prouvé à titre personnel de quoi il est capable, il a là l'occasion d'écrire, il a toute une feuille blanche sur laquelle il peut marquer de ses performances. Comme ça, son passage à la Banque centrale du Congo restera dans l'histoire. Voilà, alors même si peut-être on dira peut-être pas forcément qu'il n'a pas marqué, mais en tout cas, Hervé a tout à l'heure rappelé les grandes réalisations, mais ce sont des réalisations collectives. Collectives. Je les situe très bien. Ouais. J'ai dit que de façon personnelle, voyez-vous, on peut parler de la performance du média Géopolis. Qui ne connaît pas Géopolis dans les secteurs économiques? Tout le monde, les connaisseurs en tout cas comme on les qualifie, connaissent l'importance des Géopolis. Voilà. Mais à titre personnel, peut-être que tous les journalistes des Géopolis n'ont pas encore marqué de façon personnelle, peut-être en dehors de leur DG, Oli Kalingay, tous les journalistes n'ont pas marqué de leur pierre. N'ont pas, au fait, ne se sont pas encore distingués de façon individuelle. C'est comme ça que j'ai dit de M. Wameso que c'est vrai ce que mon confrère a dit, il a fait l'économie en Belgique, on est d'accord, son diplôme n'est pas sujet à discussion comme les diplômes des ministres ici qui est en train de jouer l'intérim, c'est déjà une bonne chose. On dit de lui qu'il a travaillé à la Banque
à une des banquiers ici. C'est prouvé. On dit qu'il est l'un des architectes de la politique économique aujourd'hui du président Tshisekedi. C'est acté, mais de façon individuelle, il n'y a pas de traces qui sont connues comme et aussi mortels. dire ce qu'il est réellement, ce qu'il pense réellement, c'est quand même de la communication dont on parle. Vous avez aussi l'occasion d'aller l'interroger parce que vous n'avez pas encore tenté d'aller l'interroger. Pourquoi pas faire un documentaire sur lui, surtout que Géopolis a une émission à tenter comment focus sur les entreprises. Et c'est aussi un établissement public, c'est une structure de l'État dont la population a besoin de communiquer. Mais ce qu'il faut retenir, par exemple, de ce gouverneur, il s'agit que bien avant sa nomination à la Banque centrale du Congo, certains éléments d'information, comme envoyé de la régie ici, il s'agit d'un ancien directeur de cabinet adjoint chef de l'État en charge des questions économiques. Et bien avant justement cette nomination, il a été parmi les 5 ambassadeurs itinérants du chef de l'État, Félix Tshisekedi, élu député national lors des dernières élections législatives de 2023. Ouamesso n'avait pas siégé à l'Assemblée nationale en préférant de conserver son poste au sein du cabinet du chef de l'État. Il prend la tête de la BCC où sera secondé par 2 vice-gouverneurs actuels de la Banque centrale du Congo, dont Dieudonné Fikiri et William Pambou. Aujourd'hui, Guy Momat l'a dit tout à l'heure, dans mon match plutôt, l'a dit tout à l'heure, je suis tombé dans le jeu de Willy Kalengai l'autre fois. Alors, aujourd'hui, il dit qu'il y a effectivement beaucoup de défis du nouveau gouvernement. Vous avez dit il a un CV nécessaire, mais la Banque centrale du Congo, c'est pas quand même la cuisine de quelqu'un. C'est vraiment, c'est les poumons justement même de la régulation du système, de la stabilité, du cadre macroéconomique du pays en termes de taux de change, en termes de tout ce que nous connaissons. Est-ce qu'aujourd'hui, il est vrai que les contextes s'y prêtent au-delà de son CV? Bon, moi, je trouve que les contextes aussi y prêtent. Pourquoi? Parce que nommer une personne pendant cette période à un poste, je peux dire, stratégique comme celui du gouverneur de la Banque centrale, c'est après peut-être des analyses et voilà, et étudier peut-être toute le perspective en rapport avec le poste et voilà. Donc, c'est après peut-être plusieurs études et que peut-être les cercles du chef de l'État trouvaient que voilà, l'homme pouvait encore aider l'État congolais par sa performance à relever peut-être différents défis. Ne l'oubliez pas, dans l'entourage du chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2019, maintenant 7 ans, il y a vraiment une rotation qui s'est faite de ces côtés-là. Mais c'est depuis que lui est là, il a quitté du poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État jusqu'à gravir et devenir directeur adjoint en charge de l'ECOFIN, au niveau de la présidence. Donc, à un certain moment, c'est pour dire que c'est à partir de toutes ces performances et que l'homme est en train de gravir les échelons et aujourd'hui, les mettre là-bas, ça prouve que c'est un stratège, c'est une personne qui a prouvé, peut-être d'abord par sa loyauté aussi, par rapport aux résultats, tous les postes qu'il a eu à occuper aux côtés du chef de l'État. Donc, à un certain moment, cela prouve que c'est une personne idéale, une personne qui peut aussi faire mieux. Parce que, n'oubliez pas, il était ambassadeur itinérant, il a joué un rôle important en ce qui concerne avec la diaspora congolaise et aussi le bailleur des fonds et aussi certains investisseurs. Surtout qu'il avait ces rôles-là en tant qu'ambassadeur, il a prouvé et voilà. Donc, il a une casquette à faire valoir et nous attendons les fiscs et des résultats parce que le chef de l'État ne peut pas opérer un choix hasardeux à la tête d'une grande institution comme la Banque centrale du Congo. Alors, dans mon mat, vous avez par exemple la Banque centrale
qui a comme mission principale de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays, dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau de prix, par exemple sur le marché. Vous parliez tout à l'heure de l'inflation, taux de l'inflation, les dollars américains, les francs congolais qui a perdu de sa valeur de plusieurs fois. Au début, lors de sa création par M. Laurent Kabila, c'était autour de 2 dollars, hein, un franc congolais. Et puis finalement, on est aujourd'hui à presque 3000 francs, 1 dollar américain. Et aujourd'hui, avec les taux d'inflation, avec tout ce que vous avez appelé comme difficultés financières, est-ce que au-delà de son CV, même si vous avez dit qu'il doit extérioriser ça, il ne faut pas rester dans son intérieur, il ne doit pas vivre de l'intérieur, il faut qu'il puisse s'exprimer aussi, dire sa pensée, qu'est-ce qu'il pense de ça, parce qu'en tout cas, il n'a pas encore, ses interviews ne sont pas disponibles, peut-être qu'il a accordé ça, mais que ce n'est pas encore disponible sur la place publique. Est-ce que vous voyez que le contexte s'y prêtait justement pour des réformes ambitieuses qu'on pourrait attendre d'un gouverneur de la Banque centrale du Congo, dans un pays en guerre et à tout ce qu'on a comme difficulté économique? Ben, c'est justement dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, que se révèle le grand homme. Lorsque vous étudiez l'histoire, vous verrez que c'est rarement dans les temps où il y a la calmie, dans les temps où il y a la paix, que le grand savant, de grands hommes vont se manifester. Non, c'est toujours dans des situations compliquées. Et donc, peu importe que nous soyons en guerre ou pas, c'est le moment où, justement, il faut faire des réformes audacieuses. On ne peut pas attendre de finir la guerre pour commencer à penser comment on fait pour dédollariser notre économie. Dans l'entretemps, c'est vous et moi, les citoyens lambda, qui en pâtissons. Lorsque vous avez 3000 francs le matin ou 2800 le matin pour acheter, je ne sais pas moi, un pain qui se négocie à 1 dollar et que dans l'entretemps, le soir, le pain est à 2 dollars puisque le franc congolais, il a perdu de sa valeur. Cela n'est pas, vous n'allez pas vous dire, bon, on doit attendre la guerre. Non, mais c'est qui est aussi vrai que c'est un jeu collectif. On ne peut pas parvenir à stabiliser le taux d'échange tout simplement en jouant sur le flux financier. Pas du tout. Il faut qu'il y ait de la production au niveau local. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, nous importons tout et presque tout. C'est comme ça que nous sommes fortement dépendants, nous sommes fortement dépendants de dollars parce que nous importons tout. Et donc, il faut une production. Et là, c'est les rôles d'autres ministères. C'est le rôle du ministère de l'Industrie, le rôle du ministère du Commerce extérieur, de favoriser la production locale, d'appeler, de créer des cadres favorables pour que les investisseurs viennent produire sur place. Aujourd'hui, nous exportons tout et presque tout même de nos pays voisins. Lorsque vous regardez aujourd'hui, les grandes zones économiques pratiquement au Congo tournent autour des frontières. Lufu, Kasumbalesa, Goma, tout ça parce que nous sommes nourris par ces pays-là. L'Angola, qui nourrit pratiquement Kinshasa. Nord-ouest du pays là-bas, avec l'Ouganda. Oui, avec l'Ouganda et tout. Arou et consorts. Effectivement, où on utilise même parfois la monnaie ougandaise en RDC. Vous allez à Kasumbalesa, nous exportons, lorsque vous regardez les flux des marchandises qui entrent au Congo chaque jour, mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien cela peut représenter en termes des devises qu'on va aller donner à la Zambie. On parle d'une économie qui est totalement tournée vers le mine. Il faut là aussi diversifier. Ce n'est pas que l'affaire de la Banque centrale du Congo. Il faut diversifier l'économie. Il faut aujourd'hui qu'on ait beaucoup d'investissements dans l'agriculture. Déjà, ça c'est hyper important. Et c'est dommage chez nous que vous connaissez peut-être même pas les ministres de l'agriculture. Du moins, pour les gens qui nous suivent, nous, au moins en tant que journalistes, on les connaît. Mais pourquoi il n'est même pas connu, le ministre de l'Agriculture? Parce que
déjà nous-mêmes, nous réduisons son importance. Pourtant, la dépendance, elle est d'abord une dépendance alimentaire. Voyez-vous, même actuellement, nos militaires au front, imaginez si nous-mêmes nous pouvions produire leur nourriture bien empaquetée et nous leur envoyons, imaginez combien on épargnerait. Nous avons quand même un service national qui fonctionne dans les secteurs, dans ces domaines-là de militaires. Oui, oui, les services nationaux fonctionnent et coup de chapeau à ces services-là de par le grand travail qu'ils sont en train d'abattre. Mais attention, comparativement aux dimensions du pays, comparativement au nombre de la population, le service national ne représente même pas 10%. À moins que je ne me trompe. Si vous prenez le service national, je doute fort que ce service-là, malgré les grands travaux qu'il abat, qui est considérable, qui est louable, ce service-là ne peut hélas même pas nourrir les 20 millions d'habitants qui sont à Kinshasa. Et donc, il faut des vrais Boukangalonzo. Des vrais Boukangalonzo, pas celui qu'on a eu, ou du moins dans sa gestion, pas celui-là. On a besoin de vrais Boukangalonzo. Donc, il faut diversifier, disais-je, l'économie en investissant dans l'agriculture. On a parlé des bateaux de pêche qui sont arrivés. Il faut aller dans ce sens-là. Il faut donner de l'emploi aux jeunes, leur donner surtout aussi de moyens ou le cadre pour investir, progresser ou briller dans l'entrepreneuriat. Et donc, finalement, seul, isolé, et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait que le monde, c'est un système. Nous vivons dans un système où on ne peut pas dissocier la Banque centrale du Congo des autres sous-systèmes. Et donc, il faut aussi une collaboration. Il faut aussi que tous ces secteurs-là émergent au même moment pour espérer finalement que notre frère, monsieur Ameso, puisse réussir sa mission. Voilà, vous avez compris, Hervé, qu'il s'agit d'une mission presque collective. Il faudrait l'implication de toutes parties. Et il ne suffit pas seulement, la Banque centrale, on n'est pas seulement que de l'argent et dans la conservation des biens de valeur, dans la vente de dollars. D'ailleurs, le professeur Godin Poyi, le député national, a critiqué même un certain nombre de méthodes appliquées jusque-là par la Banque centrale, estimant que la stabilité du cadre macroéconomique actuel, du taux de change, c'est presque artificiel parce que ça ne repose pas sur des bases solides. Et le service national, comme je tentais de dire, c'est un service qui a comme principale activité la production agricole, le développement de l'industrie dans le domaine agricole, formation et encadrement des jeunes et aussi infrastructure. Donc, le service national, c'est quelques 25 000 tonnes de maïs et c'est quand même beaucoup, mais comme on l'a dit, ça ne représente pas grand-chose en termes de besoins du pays au niveau de la production. Alors, aujourd'hui, vous avez dit, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut soutenir les efforts de la Banque centrale du Congo ne doit pas rester au niveau de banques et des autres, mais ça doit être soutenu par tout un système de production. Mais tout est système. La vie d'un pays, c'est l'ensemble de tout. Donc, à un certain moment, nous pouvons réellement dire que pour parler de la bonne économie, pour parler de la stabilité d'un pays, stabilité sur le plan financier, tout part du social de sa population. Donc, à un certain moment, si nous diversifions l'économie, nous diversifions notre façon de faire les choses, sur l'État congolais, arriver à diversifier sa façon de faire les choses, son économie. J'espère que la Banque centrale aura aussi une tâche facile pour fonctionner. Parce que si le petit peuple aujourd'hui a une difficulté à se procurer ne fût-ce que le pain le matin pour déjeuner, ça ne va pas bien sonner auprès de ces petits peuples-là.
Donc, à un certain moment, tout part de là. S'il y a diversification de l'économie, si tous les secteurs travaillent convenablement, j'espère que la Banque centrale n'aura pas un plus grand travail, n'aura plus un plus grand travail sur l'ensemble du pays. Voilà, je crois que c'est comme dont on l'a dit tout à l'heure, il faut soutenir l'économie, les systèmes financiers, doivent être soutenus par un système de production avec beaucoup plus d'ambition. Vous savez, la RDC qui a presque doublé son budget alloué à l'agriculture pour arriver aujourd'hui à presque 12% en 2024 pour l'exercice de 2024, 12% de son budget national qui représenterait quelque chose comme 759 millions de dollars américains en 2023 et nous sommes en 2025 et nous sommes finalement à quelque chose comme 13% du budget national alloué à l'agriculture. Mais le problème c'est aussi, donc est-ce que c'est parce que c'est l'exécution justement de ce budget qui pose problème? 13% au vu du volume que nous avons comme du 7 milliards de dollars aujourd'hui, vous avez 13%, vous êtes quand même un chiffre, vous avez quand même un chiffre, est-ce que c'est pas l'exécution de ce budget qui pose problème? Oui, malheureusement, déjà, les budgets, en réalité, n'est qu'une prévision. Donc, déjà, pour atteindre ces pourcentages-là, ça pose problème. Et aussi, autre chose qu'il faut relever, que généralement, dans notre pays, il se pose un problème, comme vous le disiez, dans l'exécution de ce qui a été convenu. Sur le plan formel, on va mettre les budgets des 13%, mais sur le plan pratique, vous vous rendrez compte peut-être que nous n'atteignons même pas le 5-10%, puisque lorsqu'on parle des taux d'exécution à la fin, vous verrez que c'est toujours en deçà. Par contre, on sait les institutions qui ont toujours été en dépassement budgétaire. C'est entre autres la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, et généralement c'est pour des missions, des voyages, frais d'émission, logement, des diplomates, etc. Mais quand vous allez dans ces ministères comme celui de l'agriculture, vous trouverez que plutôt que d'être en dépassement budgétaire, ces gens-là n'atteignent même pas ce qui leur a été assigné. Et donc il se pose un véritable problème dans l'exécution, mais il se pose aussi un problème dans l'élaboration de la politique nationale. Parfois, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, quelle est la vision de notre pays en termes d'investissement agricole? C'est quoi la vision qui nous est présentée? Vous verrez que il y a des choses qui sont élaborées, mais ce n'est pas vraiment... Puisque normalement, ce qui est fait, on doit les sentir. On doit sentir que le gouvernement peut-être s'est dit, pendant 5 ans, je vais appuyer les agriculteurs en leur fournissant de la sémence ou en leur fournissant de matériel, des tracteurs pour labourer leurs champs. Ce sont des choses qui doivent être connues et exécutées. Mais vous verrez que ce sont souvent les organisations internationales qui font venir à notre rescousse avec des semences quand elles le peuvent. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, quelle est la politique de notre pays pour s'adapter à ces changements climatiques-là, pour que nous puissions être forts sur le plan agricole? Vous verrez que si on entre dans les détails, il y a à boire et à manger là-dessus. Voilà, l'agriculture n'était qu'un crochet pour parler justement de la nécessité de comment les efforts du nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo doivent être soutenus par tout un système de production au niveau national, au niveau local. Vous allez vous rappeler encore de cette volonté du chef de l'État, toujours mettre fort à déclarer la diversification de l'économie nationale qui repose aujourd'hui essentiellement sur les secteurs extractifs. Vous voyez qu'avec la chute du cobalt et la RDC, il y a des conséquences sur la mobilisation de ces recettes et finalement, le pays veut investir dans ces secteurs, notamment de l'agriculture, parce que souvent, dans les secteurs extractifs, il y a souvent des difficultés à terme de technicité et que l'agriculture serait même la solution selon le gouvernement et particulièrement le chef de l'État qui parle de la revanche du sol sur les sous-sols. On va terminer avec vous, Hervé. Mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de cet entretien.
Bon, moi je trouve que... Les chances que vous donnez au gouverneur. Je trouve que le gouverneur a déjà une fondation, a déjà une base laissée par Madame Malang Kabedi. J'espère qu'il doit essayer de travailler aussi, nous prouver, surtout qu'il était autrefois dans l'ancrage du chef de l'État au niveau de la présidence. C'est pourquoi ses résultats étaient appréciés, ne fût-ce que par ses cercles restreints. Maintenant qu'il est je peux dire, devant tout le monde, devant ces miroirs, où quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas de côté, il y a inflation, le peuple, le petit peuple aura les temps à crier, à dénoncer cela. Donc il doit nous prouver de quoi il est capable en nous stabilisant les taux et aussi en facilitant vraiment à faire remonter notre monnaie nationale. Surtout qu'aujourd'hui, c'est l'unique, je peux dire, l'unique défi, le plus grand défi qu'il a devant lui pour vraiment dédollariser vraiment la monnaie. J'espère que s'il arrive à nous donner ces résultats, j'espère qu'il sera aussi acclamé et nous pouvons haut et fort affirmer que c'était le plus bon choix opéré parmi tant d'autres par le président de la République, Félix Tshisekedi. Voilà, l'autre défi, c'est aussi de la promotion du secteur bancaire dans moment. On termine par vous. Dans le pays, il y a beaucoup d'économistes qui estiment que la stagnation dans laquelle se trouve le pays dans ces secteurs-là, c'est justement aussi les conditions, les manques d'implication de la Banque centrale qui doit adoucir un peu, adoucir un peu les conditions, parce qu'aujourd'hui, créer une banque à RDC, si je crois à mes chiffres, c'est quelques 30 millions de dollars qu'il faut détenir conformément aux règles de l'eau droit OADA. Et cet argent doit être détenu en francs congolais avec l'ouverture d'un compte, avec une preuve de paiement à la banque. Est-ce que voyez-vous aujourd'hui qu'on puisse un jour atteindre une situation où les Congolais puissent être détenteurs des banques? Comme on voit aussi, on a beaucoup de banques ici, mais semble-t-il qu'il n'y en a pas assez, détenues par des privés congolais. En fait, il n'y a pas une seule banque au Congo qui soit détenue par des Congolais, ça c'est un fait, mais cela ne dit pas que les Congolais ne sont pas à mesure de mobiliser ces fonds-là. Je crois peut-être que c'est le manque d'intérêt, peut-être par ignorance, puisque vous savez aujourd'hui le rôle stratégique que jouent les banques dans les domaines économiques, mais je crois que le Congolais, nous en avons le moyen, et ça c'est plutôt à l'État de favoriser, de mettre le Congolais dans les conditions justement de créer des banques, puisque c'est aussi l'un des atouts qui puisse permettre par exemple à l'entrepreneuriat de se développer. Aujourd'hui les jeunes, la plupart, lorsque vous allez dans une banque, c'est difficile pour vous de recevoir une subvention pour mettre en place votre projet. Par contre, je crois que ça serait peut-être un peu plus facile avec nos propres banques, mais nos propres banques, disons, détenues par des Congolais, pour régler des choses comme celle-là. Et j'allais aussi ajouter peut-être une chose, l'une des réformes peut-être qui est attendue de l'actuel gouverneur, c'est de mettre fin au cash, puisque lorsque tout s'est fait en cash, lorsqu'on se promène avec des valises de dollars ou de francs congolais, cela crée des déséquilibres. Puisque, je termine, puisqu'il y a 10 ans, on se souviendra, celui qui était encore gouverneur de la Banque centrale, c'était de Gracias Mutombo, qui lançait ce qu'on appelait les switches monétiques nationales. Ça a été représenté comme une révolution numérique et tout, avec le projet, je crois, à Mombongo, si je ne me trompe pas, qui consistait à mettre fin au cash, qui était quelque chose qui était voulu. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Europe, rien n'est payé en cash et tout. Et donc, il faut des réformes comme ça, justement, pour parvenir il faut des réformes comme ça pour essayer de stabiliser notre économie. Et surtout que l'économie est largement détenue par le secteur informel. Et je rappelle aussi que dans notre pays, en RDC, au-delà de 10 000 dollars, en francs congolais, quel que soit, en tout cas, une somme au-delà de 10 000, équivalent à 10 000 dollars, n'est pas retirable et touchable à la banque. C'est une infraction. On ne peut pas avoir plus de 10 000 dollars avec soi
en liquide. Ça veut dire qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis, mais s'il faut peut-être aller plus loin, comme vous dites, il faut parvenir à dédollariser dans un pays où les gens n'épargnent pas en banque. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que la plupart des Congolais n'ont pas de l'argent en banque. Et comment, la question c'est comment on fait pour que... Oui, comment pensez-vous? Parce que votre ambition, c'est qu'on parvienne à une situation où on interdise finalement aux gens de faire des transactions en cash. Il fallait que ce soit de monnaie. Vous avez parlé de SWIFT. En fait, lorsque vous regardez le flux d'argent qui circule dans notre pays, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est vrai que tout le monde n'a pas de compte en banque, mais on a plusieurs entreprises ici qui passent par des banques. On a de Congolais. Moi, je viens d'apprendre même qu'au niveau du Lualaba, par exemple, on aurait déjà des millionnaires congolais, puisque, rappelez-vous, le programme, l'une des ambitions du chef de l'État était de créer des millionnaires congolais. Lorsque vous allez dans des structures de jeunes qui ont été créés à cette fin, on parle de l'existence de quelques millionnaires, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais c'est déjà de l'argent qu'il y a encadré. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Merci beaucoup, Domouma, directeur des informations à Géopolis Télévision. Merci beaucoup à Hervé Ngoï, journaliste reporter à Géopolis Télévision. Merci au réalisateur de toujours, notre ami Giscard Tamba et Serge. Et notre, c'est pas Serge, lui c'est John Mukendi, voilà, John Mukendi. Et le directeur de programme Lise Pemba et aussi au directeur général William Albert Kalingaï. Merci beaucoup pour votre concours à tous pour la réalisation de ce programme. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de cette émission et d'autres émissions justement sur la télévision économique de la République démocratique du Congo. Restez branchés à nos programmes.